La condition de l'intérêt à agir est exigée pour tous les types de recours devant le juge administratif. Elle signifie que le requérant doit avoir un intérêt à ce que le juge fasse droit à sa demande. L'intérêt à agir est donc examiné au regard des conclusions de la requête et non en principe au regard des moyens invoqués. Le Conseil d'État l'a rappelé récemment dans un arrêt du 27 mai 2015, syndicat de la magistrature. Par exemple, dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, le juge doit s'assurer que le requérant a un intérêt à ce que la décision attaquée soit annulée, et non à ce que la décision soit déclarée illégale pour tel ou tel motif. Cette condition de recevabilité s'apprécie à la date où le recours a été déposé devant le juge administratif et non pas à la date de l'édiction de la décision litigieuse. Cela implique donc que l'intérêt à agir peut survenir après l'édiction de l'acte. Toutefois, le Conseil d'État vérifie que le requérant ne s'est pas fabriqué artificiellement un intérêt à agir. Le législateur y veille également. Dans le contentieux de l'urbanisme, par exemple, il a interdit aux associations de contester les actes dont la demande a été affichée en mairie avant le dépôt de leur statut en préfecture. Cette règle étant prévue à l'article L 600-1-1 du Code de l'urbanisme. Par ailleurs, si l'intérêt à agir s'apprécie à la date du dépôt de la requête, cela ne signifie pas que le requérant doit justifier de son intérêt dès sa requête. Il peut en effet justifier au contraire de son intérêt à tout moment lors de l'instance, y compris pour la première fois en appel. Cela a aussi été rappelé récemment par le Conseil d'État dans un arrêt du 23 novembre 2015, SARL New Margin. Il s'agit donc d'une condition de recevabilité régularisable à tout moment. En général, la condition de l'intérêt à agir ne pose pas de difficulté dans le recours de pleine juridiction subjective. En effet, comme ce recours permet au requérant de réclamer un droit subjectif, tel qu'un droit à réparation, il dispose nécessairement d'un intérêt à agir. En revanche, dans les contentieux qui posent une question de légalité objective, et notamment donc dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, la vérification de la condition de l'intérêt à agir est plus complexe. En effet, le recours pour excès de pouvoir permet de contester un acte administratif sans qu'il soit nécessaire que l'acte concerne individuellement le requérant. Cependant, pour éviter que le REP ne se transforme en un recours populaire, ouvert à tous contre n'importe quel acte, le juge a exigé que le requérant puisse démontrer qu'il dispose d'un intérêt à obtenir l'annulation de l'acte administratif, objet du recours. C'est donc l'appréciation de cette condition dans le REP que nous allons étudier. L'intérêt à agir est une condition d'origine jurisprudentielle. Le Conseil d'État en a tracé les contours au fil des années, c'est ce que nous verrons dans un premier paragraphe. Mais l'appréciation du juge est parfois guidée par une définition législative, c'est ce que nous verrons dans un second paragraphe. Grand 1, donc, la définition jurisprudentielle de l'intérêt à agir. Vérifier l'intérêt à agir du requérant consiste d'abord à vérifier que l'acte administratif contesté a un effet négatif sur la situation du requérant. Autrement dit, l'acte doit affecter les intérêts de ce dernier. Ainsi, le seul fait d'être insatisfait du contenu d'une décision administrative ne suffit pas. Il faut que le requérant puisse justifier d'un intérêt lésé. Il arrive régulièrement d'ailleurs que le juge précise que la lésion doit être suffisamment certaine. Cette indication signifie seulement que l'intérêt lésé doit réellement exister. Cela suppose donc que le requérant ne s'en tienne pas à soutenir que l'acte affecte négativement ses intérêts. Il doit au contraire apporter un minimum de preuves pour démontrer la réalité de cette lésion. L'intérêt doit par ailleurs être personnel, ce qui signifie que le requérant doit se prévaloir d'une atteinte à ses propres intérêts.
Malgré ces différentes exigences, l'intérêt à agir ne constitue pas en réalité une condition de recevabilité très restrictive. En effet, très tôt, le Conseil d'État a opté pour une conception libérale de l'intérêt à agir, ce qui a permis d'ouvrir assez largement le prétoire du juge de l'excès de pouvoir. D'abord, concernant l'intérêt susceptible d'être affecté, il peut s'agir d'un intérêt matériel, c'est le cas d'une décision qui a un impact sur le patrimoine du requérant par exemple, mais le Conseil d'État a aussi jugé qu'un intérêt purement moral suffit. Ensuite, il peut s'agir d'un intérêt individuel, c'est le cas d'une personne physique ou d'une personne morale qui conteste un acte administratif individuel qui lui est défavorable, mais il peut aussi s'agir d'intérêts collectifs. On l'a déjà cité, l'arrêt du Conseil d'État du 28 décembre 1906, syndicat des patrons coiffeurs de Limoges, a admis qu'une personne morale puisse saisir le juge administratif pour défendre les intérêts dont elle a la charge. Dans ce cas, le juge regarde l'adéquation entre l'objet de la décision contestée d'une part et l'objet social de la personne morale d'autre part. Et ce, tant d'un point de vue matériel que géographique, pour déterminer si la personne morale dispose d'un intérêt à agir contre l'acte. Par exemple, une association ayant un objet national n'a pas d'intérêt à agir contre un permis de construire, selon le Conseil d'État. De même, un syndicat professionnel, en l'occurrence, dans l'espèce, il s'agissait d'un syndicat de magistrats judiciaires, n'a pas d'intérêt à agir contre un décret relatif à l'interdiction de sortie du territoire des ressortissants français qui projettent de se rendre à l'étranger pour participer à des activités terroristes. En effet, l'acte attaqué n'a pas d'incidence sur les droits et les conditions de travail des magistrats judiciaires, si bien que le syndicat n'est pas recevable à agir contre ce texte. Toujours concernant les associations et les syndicats, il faut noter qu'ils peuvent contester une mesure individuelle favorable à son destinataire lorsque cette décision est susceptible de léser l'intérêt collectif défendu par le syndicat ou l'association. Par exemple, il a pu être jugé qu'un syndicat de fonctionnaires a un intérêt à agir contre une décision de nomination ou contre un avancement au choix, dans la mesure où ces décisions privent les autres fonctionnaires de la possibilité d'être nommés ou promus. En revanche, les associations et syndicats ne peuvent pas contester les mesures individuelles défavorables qui concerneraient l'un de leurs membres, car de telles décisions ne lèsent, selon le Conseil d'État, que leurs destinataires. Ainsi, un syndicat n'a pas d'intérêt à agir, par exemple, contre la sanction infligée à un fonctionnaire. Ensuite, la jurisprudence admet également que les personnes publiques peuvent avoir un intérêt à agir pour défendre un intérêt propre. Ainsi, les collectivités territoriales peuvent par exemple exercer un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif de l'État afin de protéger leurs compétences issues de la décentralisation. Ce principe étant issu d'un arrêt ancien, arrêt du Conseil d'État du 18 avril 1902, maire de Néris-les-Bains. En revanche, les collectivités territoriales ne peuvent pas agir pour défendre l'intérêt de leurs habitants. Le Conseil d'État a posé cette règle dans un arrêt du 22 mai 2012, SNC, le Haut des Épinettes. Si l'on reste dans la sphère des personnes publiques, il est par ailleurs admis que les membres des organes délibérants des personnes publiques peuvent avoir un intérêt à agir contre les actes pris par leur assemblée. Enfin, la qualité de contribuable ou d'usager du service public est parfois également de nature à conférer un intérêt à agir. Ainsi, le contribuable d'une collectivité territoriale a intérêt à contester les décisions des organes délibérants qui affectent le budget. Jurisprudence du Conseil d'État du 29 mars 1901, l'arrêt Casanova. En revanche, le raisonnement n'est pas transposable pour les contribuables de l'État
Le Conseil d'État l'a affirmé le 26 juillet 2011 dans l'arrêt Madame Stroussi. La qualité d'usager du service public donne quant à elle intérêt à agir contre les mesures prises pour l'organisation et le fonctionnement du service. Là aussi, jurisprudence ancienne du Conseil d'État, 21 décembre 1906, syndicat des propriétaires et contribuables du quartier Croix de Séguy-Trivoli. En conclusion, l'appréciation de l'intérêt à agir est empreinte de pragmatisme. Elle se fait au cas par cas, si bien que tout intérêt personnel, légitime et suffisamment direct, est susceptible d'ouvrir le prétoire du juge à l'administré. Cependant, la conception libérale du juge administratif en la matière n'est pas sans limite. Par exemple, le Conseil d'État considère que la victime de l'agissement d'un fonctionnaire n'a pas intérêt à agir contre la sanction disciplinaire prise par l'administration contre cet agent. Le Conseil d'État l'a affirmé dans un arrêt du 17 mai 2006, l'arrêt Bélanger. De même, la qualité de citoyen français résidant dans le Bas-Rhin ne donne pas intérêt à agir contre les textes réglementaires relatifs au régime des cultes en Alsace-Moselle. Le Conseil d'État l'a affirmé le 17 mai 2002 dans un arrêt Époux-Hoffmann. À côté de cette définition jurisprudentielle de l'intérêt à agir, qui concerne pour l'essentiel le recours pour excès de pouvoir, il existe quelques cas de définition législative. Donc, grand E, la définition législative de l'intérêt à agir. Si le recours pour excès de pouvoir est ouvert même sans texte, en vertu de la jurisprudence d'Mme Lamotte, il arrive que ce recours soit prévu par la loi contre tel ou tel acte. Comme nous l'avons déjà souligné également, des textes ouvrent un recours objectif de plein contentieux contre certains actes administratifs. Or, dans certains de ces cas, le législateur ne se borne pas à prévoir l'existence d'un recours spécifique, il précise également les contours de l'intérêt à agir. En d'autres termes, il fixe les éléments d'appréciation de cette condition de recevabilité. Plusieurs exemples peuvent être cités. S'agissant des recours contre les autorisations délivrées en matière d'installation nucléaire, la loi du 13 juin 2006 impose au juge de prendre en compte les dangers de l'installation pour le requérant pour déterminer s'il a un intérêt à agir ou non. En matière d'urbanisme, l'article L 600-1-2 du Code de l'urbanisme, issu de l'ordonnance du 18 juillet 2013, définit l'intérêt à agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager. Ainsi, le recours pour excès de pouvoir contre ce type d'acte sera recevable si l'aménagement ou les travaux envisagés sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien que le requérant détient ou qu'il occupe, ou alors pour lequel il bénéficie d'une promesse de vente ou de bail. Le Conseil d'État a par la suite précisé la manière d'appliquer cet article et il l'a fait dans un arrêt du 10 février 2016 dans lequel il explique que le requérant doit préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous les éléments suffisants, précis et étayés, de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de son bien. Le Conseil d'État a par ailleurs jugé qu'il existait un intérêt à agir de principe pour le voisin immédiat, et cela résulte d'un arrêt du Conseil d'État du 13 avril 2016, l'arrêt Bartholomel. Cette définition législative de l'intérêt à agir en matière d'urbanisme a été posée afin de contrecarrer la jurisprudence qui se montrait extrêmement libérale à l'égard des requérants contre les autorisations d'urbanisme. Le dernier exemple
que l'on peut citer concernant l'intérêt législatif, défini législativement, concerne les actions collectives que l'on a déjà rencontrées. La loi du 18 novembre 2016 indique par exemple que l'action de groupe ne peut être intentée que par les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis 5 ans au moins, et dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auquel il a été porté atteinte. On trouve une formulation similaire pour l'action en reconnaissance de droit. À vrai dire, il n'y a rien de très original, puisque la définition législative correspond en réalité à l'appréciation habituelle de l'intérêt à agir d'une association lorsqu'elle entend défendre un intérêt collectif. Enfin, dernière précision importante concernant cette condition de recevabilité, il existe une exception à l'exigence d'un intérêt à agir. C'est le cas du déféré préfectoral qui permet au préfet de soumettre au juge administratif les actes d'une collectivité territoriale. Ici, le droit à agir découle d'une certaine façon directement de la loi.